Et alors Gilles m'a mis un sacré challenge parce qu'il m'a dit il faut que ce soit optimiste. Alors je suis venue avec ma boîte à outils. Hein. Et ma boîte à outils, c'est un livre de comptes. Donc voilà, on va s'employer à faire du sexe optimiste. Alors, Gilles vous a pas tout dit, mais je suis prof. En fait, je suis prof aujourd'hui, mais je ne l'ai pas toujours été. Il y a quelques années, j'ai été chef d'entreprise. Puis j'ai été directrice générale de fédération professionnelle. Il y a 6 ans, très exactement. Donc il n'y a que 6 ans que je suis prof. Et je suis prof et j'interviens plus particulièrement sur les sujets du leadership des femmes, et donc du sexe, celui-là de sexe, hein, celui-là dont on va parler ce soir. Alors pourquoi je suis arrivée à ce sujet-là, en fait? Parce qu'il y a 6 ans, quand j'étais directrice générale de fédération, je me suis dit, j'ai envie d'encore apprendre, parce que moi je suis quelqu'un qui apprend tout le temps, j'ai grand plaisir à apprendre. J'ai envie d'apprendre et je me lance un défi, je vais aller voir une institution qui jusque-là est quand même plutôt masculine, voilà, fortement masculine. Et je vais leur dire que j'ai envie d'apprendre dans cette organisation masculine. Donc je me suis présentée devant un jury, et dans ce jury, il y avait 5 personnes. Il y avait 4 femmes, et le présentant de jury, c'était un homme. Voilà. C'était un monsieur d'origine italienne, tout petit. Voilà. Donc il m'a regardé, il m'a dit « Ouais, c'est super votre truc, on vous envoie la réponse. » Bon, on envoie la réponse. Je reçois la réponse à la maison, et la réponse dit ceci. Il fallait quand même oser. On ne vous prend pas parce que vous avez un excès de leadership pour une femme. Waouh! Il fallait oser quand même. Et donc il faudrait que vous alliez voir une coach, parce que c'est pas normal. Il faut vous soigner. Voilà. Donc je suis allée voir la coach, effectivement. La coach m'a dit, bah, écoutez, elle a l'air normale. Alors c'est peut-être le fait que vous soyez une femme. Voilà. Donc je me suis dit, je vais quand même pas en rester là. Je suis rentrée finalement dans cette institution parce que je me suis dit, non, non, on va pas me la faire. Et je vais essayer de comprendre pourquoi, à moi et à d'autres femmes certainement, on raconte toujours cette même histoire. Vous n'êtes pas assez, vous êtes trop. Comment faut-il pour être juste bien? Et donc pendant 1 an et demi, moi qui adore apprendre, en fait j'ai épluché tous les livres sur le sujet, toutes les études sur le sujet. En France, et il y en a très peu, ça a été rapide. En Europe, ça a été extrêmement rapide. En 2 mois, j'avais tout épluché. Alors après, je suis partie explorer aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, au Canada, etc., j'ai trouvé des choses fantastiques. Je me dis, je ne vais pas en rester là. Parce que moi, si j'ai appris ces choses, ça serait bien que les autres puissent en profiter. Et donc, j'ai écrit un premier ouvrage sur le sujet. Alors, un ouvrage extrêmement agressif pour les messieurs, puisqu'il s'appelle « La femme expliquée à nos amis les hommes ». Voilà. Et puis là, je suis en train d'en écrire un deuxième avec une amie, 2 amies, une coach, parce que une coach, c'est quand même super intéressant, c'est super bien, on l'a vu ce matin, enfin tout à l'heure avec Véronique notamment, on apprend beaucoup de choses, et puis une historienne de l'art, parce que l'intelligence collective, comme tu disais Véronique, c'est quelque chose de super important. Et donc on est en train d'écrire un deuxième ouvrage sur la confiance, vous voyez, là, l'ambition elle est là aussi, la confiance, voilà. Et donc je voudrais vous parler, là, plus spécifiquement maintenant, de la question du leadership. A-t-il un sexe, puisque c'est ce qui m'amène là aujourd'hui vers vous? Et pour répondre à cette question, je me suis dit non, je ne vais pas faire le prof comme d'habitude. Je ne vais pas prendre ma feuille et la lire, parce que les profs c'est ça. Puis en général on voit, le public, ça facilite. Là vous êtes dans le noir, donc je vais pouvoir me lâcher un peu. Je vais faire différent d'habitude. Je vais retirer ma peau de prof. Je retire ma peau de prof, et puis je vais me lâcher un peu. En fait, je vais aller explorer un peu le sujet un petit peu plus loin, parce que quand j'ai cherché, en fait, je suis allée explorer très loin, je suis remontée 2650 ans avant Jésus-Christ pour vraiment comprendre ce qui s'était passé et pourquoi on en était arrivé là aujourd'hui. Donc, si vous le voulez bien, on va prendre un tout petit bout de ce sujet ensemble, et on va explorer l'histoire du monde, tout au moins ce qui se raconte, et essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui
on se pose encore ce genre de questions. Donc c'est parti, je ne fais pas un cours magistral, mais je vous fais un cours de magie. Alors c'est parti. Le leadership a-t-il un sexe? Le leadership a-t-il un sexe? Le leadership a-t-il un sexe? Ma grand-mère me disait, quand tu ne sais pas répondre à une question, écoute ta petite voix intérieure. Et là, ma petite voix intérieure, elle me dit quelque chose de totalement surprenant. Elle me dit que ce n'est pas la réponse à la question que tu dois trouver, mais pourquoi nous en sommes arrivés là, à nous poser cette question. La deuxième étape, me dit-elle, pour arriver à solutionner ta question, ce serait et là j'ai un blanc, ça c'est le prof qui a un petit souci. Donc la deuxième étape, ce serait donc de t'asseoir, c'est la magie qui reprend là, donc de t'asseoir et de répéter 3 fois. Tu fermes les yeux, faites-le avec moi, vous allez voir, ça marche la magie. Hein. Ça marche. Enfin, parfois. L'esprit cherche, mais c'est le cœur qui trouve. L'esprit cherche, mais c'est le cœur qui trouve. L'esprit cherche, mais c'est le cœur qui trouve. Et là, elle prenait son grand livre d'histoire et la page que le hasard mettait entre ses mains lui apportait toujours la réponse à sa question. Il était une fois, dans un pays lointain, il y a très très longtemps, une jeune princesse aux cheveux d'or que son père admirait, tant sa beauté et sa joie irradiaient autour d'elle. Elle venait d'avoir 16 ans et la coutume voulait que le roi, son père, ordonne qu'on s'en aille quérir son futur mari dans les contrées alentours. Les textes étaient précis. Il devait s'agir d'un jeune guerrier valeureux, capable de pourfendre n'importe quel dragon qui s'en prendrait à la belle et au royaume. Le roi avait fait venir le grand oracle pour interroger les dieux et savoir dans quelle contrée rechercher ce héros. Jetant 3 osselets à même le sol, l'oracle vit se dessiner dans les brumes de son esprit l'image du valeureux jeune homme. Je vous fais l'oracle. Je vois des batailles et du sang, des combats. Oh, mais c'est impossible, grand roi! Qu'y a-t-il, dit le roi, que vois-tu? Non, grand roi, c'est impossible. Je vais lancer à nouveau les osselets. La brume de mes pensées me trouble. Sur ce, il relance à même le sol et se penche pour décrypter les signes des dieux. Son visage se fige, ses yeux s'écarquillent. Qu'y a-t-il, dit le roi? Grand roi, je vois de valeureux combattants sur ces champs de bataille, mais aussi de longs cheveux qui dépassent de leur casque. Et j'entends des voix de femmes dans la bataille. C'est impossible, grand roi, ils ont des combattantes. Impossible, dit le roi, regarde mieux. Quelques secondes s'écoulent et le grand oracle reprend son souffle. Il rentre au campement. Les tentes sont dressées et un grand feu crépite au milieu des tentes. C'est la nuit. On sent l'odeur du bois qui se consume lentement. Je vois des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards autour du feu. Et j'entends une voix qui rassemble. Un enfant chuchote à son voisin que l'histoire ce soir est celle des temps les plus anciens, celle qui se transmet de village en village depuis la nuit des temps. C'est l'histoire de Gilgamesh le Grand. Mais au grand roi, c'est une voix féminine qui débute l'histoire. C'est impossible. Ils ont une druidesse raconteuse d'histoire. Et là, ma grand-mère me racontait toujours son premier message avec un sourire complice. Tu sais, ma petite fille, me disait-elle, même si tes livres d'école ont fait disparaître les combattantes et les druidesses, elles ont toujours existé.
Les femmes ont toujours été des actrices majeures de l'histoire de l'humanité. Reines, princesses, combattantes, écrivains, aventurières, partout dans le monde. Mais les histoires qui se racontent ne leur donnent pas souvent le beau rôle, ou pire, les font disparaître. Il faut rétablir la connaissance pour les faire renaître à l'histoire. Alors, continue, grand oracle, ordonne le roi. Que dit-elle? Elle dit que les hommes ont peur de la vie et de la mort, et c'est pour cela qu'ils construisent des histoires qui les rassurent. Elle dit que sa mission est de raconter ces histoires pour en faire de grands mythes qui traverseront le temps et donneront les clés du sens de la vie aux hommes et à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Elle dit que Gilgamesh le Grand était une très belle histoire pour les hommes et que c'est le premier grand mythe de l'humanité. Elle dit qu'il faut savoir lire avec son cœur cette grande épopée et pardonner à Hésiode, le premier grand raconteur d'histoire, d'avoir mis un peu trop de son âme dans les personnages de cette histoire. Elle raconte, grand roi, que Gilgamesh était un demi-dieu et le roi d'Uruk. Il vivait en 2650 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Il était puissant mais très cruel. Et les dieux décidèrent de le mettre à l'épreuve. Ils semèrent dans son cœur la graine de l'amitié, une amitié avec un autre homme. Son ami mourut lors de batailles. Il prit alors conscience que sa cruauté le séparait des autres hommes et que la voie de la sagesse et du respect de son peuple était l'unique issue. Elle dit qu'Hésiode, le premier grand raconteur d'histoire, eut la révélation de cette épopée un soir, alors qu'il arpentait la colline près de la rivière aux eaux secrets. Un dieu lui apparut et lui demanda de bâtir cette histoire et de la raconter aux hommes sur terre pour les apaiser de leur plus grande peur. Tu leur donneras au travers de ton histoire les règles du bien et du mal, de la vie et de la mort. Pensif en chemin, sur le retour vers sa cabane, il croisa la belle Pandora, dont il était follement épris. Pandora était désirée par tous les hommes du village, tant sa beauté rayonnait. Elle ne lui adressa aucun regard, lui qui connaissait pourtant l'histoire, mais son aura le troublait. « Séductrice !» pensa-t-il. Et il poursuivit son chemin. Il rentra chez lui dans la cabane qu'il partageait avec sa mère, elle, la mère bienveillante. Il aimait beaucoup sa mère, conseillère discrète. Hésiode construisit donc l'histoire que lui avait demandé Dieu. Il bâtit le premier grand mythe fondateur de l'humanité, l'histoire de Gilgamesh, roi d'Uruk. Il était question d'amitié, de vie, de mort, et de femmes séductrices et de conseillères de l'ombre. Puis il raconta et raconta encore et encore à travers le pays. Les grands raconteurs d'histoire qui apparaissaient un peu partout dans le pays poursuivirent son œuvre. Et le grand mythe irrigua toute l'humanité. D'abord le Proche-Orient, puis l'Occident, et fut la source de toutes les grandes religions. Tu vois, ma chérie, disait alors ma grand-mère, nos religions sont peuplées de ces personnages qui vivaient dans les mythes de nos ancêtres. Alors mon deuxième message, qui lui aussi est très important, c'est que tu dois absolument ne garder que ce qui te semble juste au plus profond de ton cœur. Les mythes, ces grandes histoires, sont l'œuvre d'hommes et de femmes du passé. Mais ton histoire, celle d'aujourd'hui, c'est toi qui l'as construite.
le grand oracle se tut, troublé par les propos de la druidesse. « Grand roi, dit-il, dois-je poursuivre ?» Un silence se fit, et le roi lentement lui dit de poursuivre et de raconter ce qu'il voyait et entendait. Elle dit, reprit le grand oracle, que nous sommes tous et toutes aujourd'hui imprégnés de ces histoires qui sont dans notre mémoire collective et qu'elles perturbent nos pensées et nos actes. Elle dit que ce mythe a fait de la femme un être trouble et qui trouble les hommes, mais que ce n'est qu'une histoire qu'on se raconte depuis la nuit des temps. Elle dit que les batailles dans ces grands mythes et ces héros guerriers ne sont que des histoires qu'on se raconte. Elle dit que ce ne sont que des croyances encore dans nos têtes et qu'elles nous empêchent de nous adapter au monde d'aujourd'hui. Grand-mère me disait alors de prêter attention aux grands films, ce que j'aimais et qui me transportait. La guerre des étoiles, par exemple, disait-elle, est le grand mythe du bien luttant contre le mal. Le scénario est construit pour faire écho dans ton cerveau profond, celui que tu ne connais pas et qui renferme tous les grands mythes de nos ancêtres. Les histoires, les films, la littérature, les journaux renforcent ce mythe du guerrier héroïque, des batailles et de la princesse à sauver. Mais guerrier, princesse, bataille, héros ne sont qu'illusions. Le grand oracle se penche alors vers les osselets comme pour mieux voir et entendre la druidesse. Elle vient de poser son grand livre d'histoire, grand roi, et je me sens comme traversée par son regard, comme si elle voulait me faire partager un message important. Elle tend aux enfants, autour du feu, des tablettes d'argile. Il y a des mots gravés sur ces tablettes. Je vois ces mots. Il y a grandir, aimer, altérité, coopérer, relier, gratitude. Il y a beaucoup de tablettes, comme pour écrire une grande histoire, une histoire différente. Le roi se tait, il ferme les yeux, il écoute longuement son cœur. Il pense à sa fille, au mari auquel il la destine, à ses petits-enfants, à ses enfants et aux enfants de ses petits-enfants. Il imagine une terre avec de belles histoires, des mythes nouveaux, sans bataille et sans héros guerriers. Un grand mythe optimiste qui inspire l'amour et le respect de l'autre, hommes et femmes, dans leur humanité et dans leurs différences. Soudain, très droit, comme regardant lui aussi la druidesse au travers du temps, il prend une longue inspiration et dit « De notre argile, nous ferons naître une nouvelle histoire, grand oracle. Nous la raconterons, la colporterons et la traduirons dans toutes les langues de l'humanité. Elle dépassera les rives de nos contrées, de nos croyances. Nous pourrons l'aimer comme une histoire qu'on se raconte, mais surtout comme un feu qui illuminera durablement nos cœurs et ceux de nos enfants. » Ma grand-mère refermait alors le grand livre d'histoire et je partais la tête pleine de rêves et d'aventures d'une autre époque. Et ces rêves ne m'ont jamais quittée. Aujourd'hui, avec certitude, je sais que le leadership n'a pas de sexe. Les croyances, notre culture nous marquent et nous masquent cette réalité parfois. Alors il y a surtout un message que ma grand-mère ne n'a pas donné et que j'ai compris au fil du temps.
c'est que vous, moi, nous tous, nous possédons ces tablettes d'argile. Certaines sont gravées de mots qui déforment notre vision de la réalité. Celles-là, nous pouvons les jeter au loin. Mais il y a celles aussi qui sont vierges de tout mot. Et celles-là, c'est à nous de les écrire. Merci.